remercier Dr Pierre pour la très belle présentation sur le Panchakarma. On a affaire à un très très beau centre, un très grand centre, avec une longue expérience derrière eux. Donc en France, on n'a pas un aussi beau centre, un petit centre, ça existe quand même, ce que disait Dr Lotin. Ça existe quand même, mais effectivement, on peut accueillir 6, et au maximum 7 personnes par session. Le centre se trouve à égale distance de Angers, Tours et Le Mans, ceux qui connaissent. Un tout petit village de 350 habitants. Alors c'est mon village natal, ce qui est facile de s'y intégrer. Au début, les gens se demandaient quand même ce qu'on a dit faire, ils disaient, voilà, qu'est-ce que c'est tout ça? Et puis finalement, on est très bien intégré avec de plus en plus de gens du village qui viennent en cure, qui viennent dans le centre et qui suivent des cures. Donc, ça, c'est vraiment. Pour nous, ça a été une grande victoire de faire que les gens intègrent l'Ayurveda. Et avec des gens qui suivent bien, on a un couple qui suit parfaitement toutes les routines ayurvédiques dont parlait Dr Lothar tout à l'heure, toutes ces routines très précises de qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève, qu'est-ce que je bois, etc. Donc ça fait vraiment plaisir et de voir combien ils ont changé. Vous savez, dans les petits villages, c'est beaucoup la culture de l'apéritif, de toutes ces choses-là, hein, vous connaissez. Donc ils ont complètement arrêté. Ils ne boivent plus d'alcool, ils ne mangent plus de viande et vraiment, ils ont une santé extraordinaire. Alors, ils en parlent à leurs amis qui sont malades, qui sont plaintifs et tout ça. Puis ils disent, faites comme nous, hein, venez à la cure. C'est pas pour les gens qui sont venus faire une cure. Hein. Certains sont venus faire des cures déjà. Qui est-ce qui a fait des cures ayurvédiques? Oh, formidable. Donc c'est super. Ouais, c'est bien, on va pouvoir avoir des témoignages, hein, c'est super. Donc Charles parle des apéritifs ayurvédiques, c'est-à-dire que quand on fait une cure, le principe c'est de faire baisser le feu digestif, l'agni, hein, pour ceux qui connaissent le mot sanskrit, pour faire baisser l'agni de façon à ce que les toxines, les impuretés, l'amas, circulant dans le corps, puissent être plus facilement délogées. Donc c'est tout le principe. On fait baisser le feu, et en baissant le feu, les substances dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le beurre clarifié, le ghee, le fameux ghee, hein, qui est en fait un lipide pur, va pouvoir récupérer les toxines dans le corps et les ramener dans le tube digestif. Mais comme on fait baisser le feu digestif, la digestion est difficile. Donc pendant la cure, on rehausse tout doucement le feu digestif avec notamment ce petit mélange de gingembre et de cumin. Voilà, apéritif ayurvédique. Bon, il n'y a pas les cacahuètes salées, tout ça, hein, je suis désolé. Hein. Il n'y a pas les petits gâteaux apéritifs. Alors ça dépend de ce que vous êtes prêt à faire. Voilà, l'Ayurveda, c'est toute une question d'autoréférence. Hein. L'Ayurveda, science de la vie, c'est la science de notre vie, hein, de la vie de chacun. Donc ça dépend de ce qu'on est prêt à faire. Mais il y a des choses qui sont intéressantes d'intégrer progressivement. Par exemple, le fait le matin de boire de l'eau, on va dire tiède, avec un mélange de miel et de citron. Alors pourquoi? Parce que ça facilite le transit et que ça nettoie le tube digestif. Donc ça, c'est très intéressant le matin au réveil. Et ça favorise le fait d'éliminer le matin. Alors les quantités disons, on dit un verre en général. Et Dr Adjou, là, qui est un de nos professeurs, disait, alors vous prenez un verre le matin. Et si le désir d'aller à la selle se présente, vous allez à la selle. Puis, si ce n'est pas le cas, vous prenez un deuxième verre. On disait, ah oui, d'accord. Et puis, un deuxième verre d'eau, chaud tiède. Et puis, si ça ne fonctionne toujours pas, vous prenez un troisième verre. Puis on lui dit, mais docteur Adjou, combien de verres on prend? Autant que c'est nécessaire, jusqu'à ce que vous alliez à la selle. Alors lui, 7-8 verres, il faut. Donc voilà, le matin, la première chose à faire le matin, c'est d'aller à la selle. D'accord. Ça, c'est vraiment un conseil très, très important. Je me souviens d'avoir accompagné un Védia en tournée en France. Et alors, il prenait le pouls. Puis il voyait le patient, puis il disait « problème misère ». Deuxième patient vient, puis il dit « problème misère ». Troisième patient « problème misère ». Puis finalement, je me dis « mais ça commence à avoir un petit doute, quoi ».
Voilà, problème misère. Puis arrivé au 10e patient, il disait problème misère. Puis il m'a fallu un certain temps, parce que c'était tout début de l'apprentissage, il m'a fallu un certain temps pour arriver à comprendre qu'en fait, le départ de pratiquement tous les déséquilibres et toutes les pathologies, c'est l'intestin. C'est vraiment une clé, hein, c'est vraiment une clé importante. Alors dans les autres tips, dans les autres choses qui sont bien à faire, un peu d'exercice le matin. Hein, donc on boit ce verre, hop, on passe aux toilettes. On fait un peu d'exercice, donc ça peut être, pour les personnes qui connaissent, ça peut être un peu de yoga, ça peut être un peu de gymnastique, un petit peu d'exercice. Et puis pour les personnes qui connaissent une technique de relaxation, de méditation, on appelle beaucoup la méditation transcendantale, donc ça peut être bien de faire sa technique de méditation transcendantale ou sa technique de relaxation, suivant son choix. Et puis ensuite le petit déjeuner. Et puis, alors je vais vous raconter la routine, ça va être plus intéressant. La routine du docteur Triguna. Alors, le docteur Triguna, c'est un grand médecin. Le docteur Triguna, c'est vraiment c'était le médecin de Nehru, pour vous situer un petit peu le personnage. Alors, il se levait à 3h30 le matin. Oui, c'est facile. On se lève à 3h30 le matin, et puis, eh bien, on fait ça. On fait le verre d'eau avec le miel, avec le citron, voilà, l'hygiène, les ablutions, et puis toutes ces techniques de méditation, etc., etc. Et puis ensuite, les prières, il faisait ses prières, et ensuite il faisait la lecture des textes ayurvédiques. Ce monsieur est décédé à l'âge de 100, il avait 100, ouais, c'est ça, je crois que c'était 99, il est décédé à l'âge de 100 ans. Tous les jours, il lisait les textes ayurvédiques. Il avait une connaissance extraordinaire en Ayurveda, mais tous les jours, il lisait les textes. Et pourquoi, quel est l'intérêt de lire les textes? C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, il y a la valeur du son, et puis il y a la valeur d'animer, d'éveiller, de réveiller, hein, de lancer le processus d'être dans une vie en accord avec les lois de la nature. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez remarqué que, pour les gens qui sont venus en cure, vous venez en cure, et puis en sortant de cure, on n'a plus envie de boire de café, on n'a plus envie de manger de chocolat. Tout va bien, on se sent bien, une bonne énergie, une bonne vitalité. Et puis, petit à petit, le stress cédant, les changements de temps, voilà, on fait qu'on perd ses qualités. Et s'il n'y a pas quelque chose pour restimuler, pour réveiller à nouveau, eh bien, on dérive tout doucement. Processus naturel. Hein. Donc lui, il avait cette culture de suivre les textes ayurvédiques tous les jours. Et puis, activité le matin à 9h. Donc à 9h, il allait commencer son activité et il faisait 300 consultations à peu près. Voilà, c'est une petite idée. 300 consultations et puis voilà, il mangeait dans 2 heures à peu près, 2 heures l'après-midi, puis repos, etc. Donc ça, c'est une hygiène de vie très particulière. Bon, nous, on n'est peut-être pas obligé d'en faire autant, hein, on n'est peut-être pas obligé d'aller si loin, mais déjà le fait de faire ces petites choses le matin, et puis ensuite d'avoir son activité en suivant le petit déjeuner, puis un repas principal à midi, ça c'est important. Par exemple, on voit beaucoup en métropole, enfin en région parisienne ou dans les grandes villes, des personnes qui mangent le soir, parce que le midi on n'a pas le temps, parce que voilà, on grignote, etc. Et en Ayurveda, on dit toujours le repas principal le midi. Alors, il y a une raison à ça. La raison pour ça, c'est que regardez où est le soleil à midi, il est au zénith. Et comme on est complètement en fusion avec la nature, eh bien notre soleil intérieur, il est aussi au zénith à midi. C'est-à-dire que le feu digestif, l'agni, dont on parlait tout à l'heure, il est au plus haut, il est le plus puissant à cette heure-là. Donc le repas principal à midi. Puis le soir, un repas plus léger, plus facile à digérer. Alors le coucher, c'est bien de le penser tôt. Alors on est à Paris ici. On peut y penser. Donc le coucher, normalement on dit il y a 2 trains. Le premier train c'est autour de 9h30 et le deuxième train autour de 10h30. Donc il ne faudrait pas avoir dépassé 10h30 le soir. Alors, évidemment c'est un gros effort quand on habite dans la région. À la campagne, ce n'est pas un problème, on se couche tôt. Hein. Donc nous, à Genteuil, on se couche relativement tôt. C'est un peu la tendance générale des villageois. Donc finalement, on suit, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile.
coucher tôt. Et ce qui est important le soir, c'est peut-être d'éviter les activités trop intellectuelles ou des activités trop sollicitantes, hein, avec des films un petit peu violents, des choses comme ça. Parce qu'on sait, docteur Pierce parlait tout à l'heure de Vata. Est-ce que c'est intégré la notion de Vata là? Alors Vata, Vata, Pitta, Kapha. Quand on dit dosha, en fait, on entend ces trois termes, Vata, Pitta, Kapha. Vata, c'est le principe à l'œuvre dans la physiologie qui gère tout ce qui est mouvement, tout ce qui est communication, tout ce qui est mise en relation. Donc tous les mouvements du corps, respiratoire, les mouvements de l'influx nerveux, la circulation du sang, tout ça c'est géré par Vata. D'accord? Donc on peut dire quelque part c'est un principe d'intelligence, c'est de l'intelligence. Moi j'aime bien dire ça. Vata c'est l'intelligence du mouvement, hein, en nous. C'est l'élément important. Et le docteur Pierce disait parce que c'est le premier, ça c'est un truc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Veda, parce que c'est le premier, c'est celui qui dirige, c'est le chef. Donc il dirige Pitta et Kapha. Alors Pitta, lui, c'est quoi? Pitta, c'est l'intelligence, on va dire comme ça, c'est le principe d'intelligence qui gère tout ce qui est transformation dans le corps, tout ce qui est métabolisation, tout ce qui est digestion. Alors ça va de la digestion de la nourriture, avec les 13 feux qui permettent la digestion des différents tissus dans le corps, jusqu'à la digestion des émotions, la digestion des pensées, hein, la digestion des sens, des perceptions. Donc quand on parle de Pitta, et qu'on parle de métabolisme, il faut englober la totalité de ce qui nous nourrit. Hein. Tout ce que l'on mange, c'est autant de la nourriture que des émotions, que des pensées, que des concepts, hein, que des sensations physiques. Voilà. Ça, c'est vraiment nourriture. Et il y a un concept aussi, tout à l'heure, en écoutant la conférence, qui demandait peut-être un peu d'explication. C'était le concept d'ama. Je ne sais pas si vous êtes passé là-dessus, quand on a parlé de ama. A, non, ma, cuit. Le non cuit. Ce qui n'est pas digéré, ce qui n'est pas assimilé. D'accord ? Et dans les cures de Panchakarma, il y a quelque chose de très, très, très important. C'est qu'avant de commencer vraiment la cure, c'est-à-dire vraiment les traitements, les massages, tous les traitements dont on a vu des très, très belles photos tout à l'heure, avant, il faut avoir éliminé l'ama, c'est-à-dire cette partie de toxines qui se trouve dans le tube digestif. Alors la question, c'est pourquoi voilà. Parce que souvent, il y a une sorte de confusion à ce niveau-là. C'est-à-dire que souvent, on fait la cure et puis on va éliminer l'ama. En fait, non. Le docteur Moss, qui est un de nos référents, un docteur qui vient régulièrement en Europe, il nous disait très clairement il faut absolument que les toxines de l'intestin soient dissoutes, digérées avant de commencer la cure. Alors on lui dit mais combien de temps ça prend? Alors il dit ça peut prendre 1 mois ou 2 mois. Et puis il dit il y a des patients à qui j'ai demandé d'attendre 2 ans. Il disait on ne vient pas à mes cures si l'ama est encore dans le tube digestif. Donc ça c'est vraiment il est très rigoureux, hein, docteur Moss. Mais c'est pour dire que quand on fait la cure de Panchakarma, il y a un élément extrêmement important, c'est la pré-cure, ce que l'on fait avant la cure. Alors dans la clinique du docteur Pierce, on le fait Pirk, pardon. Désolé, sorry. On fait souvent en même temps, c'est-à-dire les personnes viennent et font la pré-cure dans le centre. En France, on a trouvé ce principe de faire la pré-cure à la maison. Et à la maison, pourquoi ? Parce que ça vous fait gagner du temps, parce que ça vous permet quand même de continuer à travailler. Et puis, ça vous permet d'en faire une plus longue. C'est-à-dire qu'on essaie d'envoyer assez longtemps à l'avance les éléments pour que vous puissiez faire une plus longue pré-cure. Parce que, je vais vous lire un petit témoignage. Oui, je vais vous lire un petit témoignage. Alors il dit, concernant la préparation au Panchakarma, d'abord j'ai pris cela très au sérieux. J'ai compris que cela avait de l'importance. Cure après cure, je l'ai fait avec de plus en plus de plaisir.
peu ce que disait le docteur Pierre tout à l'heure. Il y a des aspects de la précure qui sont au début pas faciles. En premier, je réduis ou fais disparaître complètement un certain nombre d'aliments, comme le café, le thé, le vin, la viande. Je prends un soin particulier à mon alimentation pendant cette période de précure. La précure, c'est aussi la prise de beurre clarifié. Alors au début, c'était un exercice un peu difficile, mais maintenant, je dois reconnaître que c'est pas loin d'être un plaisir. La prise de beurre clarifié, je vais expliquer. Ouais. C'est pas loin d'être un plaisir. Après la prise de beurre clarifié, donc le fameux ghee, la purgation. Au départ, je ne la faisais pas, mais là aussi, j'ai appris à la faire et je me rends compte que j'arrive à la cure avec le sentiment que déjà une partie du travail est accomplie, que le sujet, ce sera de travailler plus en profondeur, mais que je suis déjà prêt au niveau physiologique, mais aussi sur le plan psychologique. Donc vous voyez, c'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en place une précure. Hein. On a un petit peu de mal, il y a toutes les habitudes, toutes les mémoires de notre vie de l'instant, et puis tout à coup, il va falloir changer. Alors, ce n'est pas facile. Mais quand on commence à rentrer dans le processus de faire des cures, il y a comment on pourrait dire, non seulement ça élimine les impuretés du corps, mais ça élimine la mémoire des impuretés. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, un médecin qui était venu en cure une fois, qui m'a dit ça, qui m'a dit, tu sais, Dominique, non seulement on n'a plus cette habitude qui est là, mais on n'a plus la mémoire de l'habitude. Ça, c'était pour moi très intéressant, parce que ça montre que ça va très, très en profondeur, que ça va décrocher les choses jusqu'à la source, jusqu'à la racine. Alors, pour répondre à la question du ghee, alors, le ghee, qui est-ce qui a entendu parler du ghee? Ouais, donc, ça nécessite quand même une explication. Hein. Donc, le ghee, c'est du beurre, préférence bio, que l'on transforme sous l'action du feu. À savoir qu'on le chauffe jusqu'à 108 degrés. Alors au départ, il se maintient à 100 degrés, 90, 95, 99, il monte tout doucement. Tant qu'il y a de l'eau, il reste en dessous de 100 degrés. Et puis progressivement, l'eau s'évapore et il va rester plus que la séparation de certaines substances, c'est-à-dire les protéines, les minéraux, etc., pour qu'on ait d'un côté un lipide pur et puis de l'autre côté les impuretés qu'on va filtrer. Donc le ghee, ce travail est très important parce qu'il montre un aspect très profond de l'Ayurveda. On pourrait se dire, oui, bon, on prend du ghee, voilà, on le mange, ça va chercher les toxines, etc. Mais comment ça fonctionne en fait? En fait, ça fonctionne selon des règles bien précises. Ce que disait le docteur Pirk, c'est le ghee, les toxines sont pour la majorité liposolubles. Donc le ghee va faciliter l'absorption de ces toxines, d'accord, de cet amas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parce qu'il est pur, il fonctionne comme une tisane. C'est-à-dire, vous prenez de l'eau propre, claire, transparente, pure, et puis vous mettez des herbes très concentrées dedans, et au bout de quelques temps, il y a une osmose qui se fait, et tous les principes actifs se retrouvent dans l'eau. Donc on a la même fonction au niveau du ghee, le même processus qui se produit au niveau du ghee. Le ghee réabsorbe les impuretés du corps et les ramène dans le tube digestif. Et c'est pour ça que c'est important et fondamental d'éliminer l'amas avant la cure. Pour que quand le ghee avec les impuretés revient dans le tube digestif, il faut qu'il revienne dans un endroit propre et dans un endroit où il n'y aura pas à nouveau risque de déséquilibre, puisqu'il y a risque de mélange des toxines de l'intestin avec ces impuretés. Parce qu'en fait, en Ayurveda, on utilise une substance, certes, mais on utilise surtout des qualités. Prenons un exemple. Allez, donc là, je vais prendre un exemple. La cure d'eau chaude. La cure d'eau chaude, c'est un des grands remèdes en Ayurveda. D'accord ? Cure d'eau chaude, ça paraît tout simple, ça paraît tout banal, mais c'est extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cure d'eau chaude ? C'est T. Très chaud, très peu, mais très souvent. C'est-à-dire, toutes les demi-heures, vous prenez quelques gorgées d'eau très, très, très chaude, qui a préalablement bouilli au moins entre 5 et 15 minutes, suivant les physiologies. Et puis, vous buvez ça tout au long de la journée. D'accord ? Et alors, le but de l'eau chaude, c'est d'éliminer l'amas.
On dit on boit de l'eau chaude pour éliminer l'amas. Mais comment ça fonctionne? Ce n'est pas l'eau qui nous intéresse. L'eau, c'est l'eau. Voilà. L'eau, elle est intéressante parce que c'est un transporteur. Elle est intéressante parce qu'elle a des qualités particulières. C'est chaud et humide. Et quelles sont les qualités du feu digestif? Chaud et humide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On transmet à travers l'eau les qualités de chaleur et d'humidité au feu, qui devient plus puissant et qui à ce moment-là va pouvoir brûler davantage les toxines et faciliter la digestion, etc., etc. Vous voyez le principe? Et ça, c'est un principe général en Ayurveda. Il y a toujours derrière quelque chose d'apparent, il y a toujours une recherche soit sur les qualités, soit sur le virya, par exemple. Pour répondre à la question, là, la question sur le ghee a un virya, c'est-à-dire une action, un processus d'action, un pouvoir d'action qu'on dit cooling, c'est rafraîchissant. Donc, par cette qualité, il va diminuer le feu dans le corps. Et ça, on en a besoin, on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir récupérer les impuretés. Donc, le ghee diminue le feu dans le corps, mais ne détruit pas l'agni. Alors ça, c'est subtil. Ça réduit le feu, mais ça ne détruit pas l'agni. Donc, ça veut dire que ça fait baisser Pitta, mais ça ne détruit pas l'agni. Vous voyez? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés on va dire, inhérentes à la matière. Elle a des qualités particulières, et ce sont ces qualités spécifiques de la matière qui vont être utilisées là pour le ghee ou pour d'autres aspects de la cure. On parlait tout à l'heure de l'ama. Alors, il y a plusieurs sortes d'ama. Il y a l'ama, on a beaucoup entendu parler, c'est dans l'intestin, les toxines dans l'intestin. Alors, comment ça se produit? Alors, ça va peut-être vous concerner directement. Soit parce qu'on mange trop, soit parce qu'on mange trop vite, soit parce qu'on mange trop tard, soit parce qu'on mange des choses qui ne nous conviennent pas, soit parce qu'on fait des associations trop complexes, etc. Donc, quand tout à l'heure j'entendais que la nourriture était un remède et que si on avait une bonne nourriture, il n'y avait pas besoin de remède, on est vraiment dans ce contexte. Effectivement, si on est très vigilant sur ce qu'on mange, sur la vitesse à laquelle on mange, sur l'atmosphère avec laquelle on mange, dans laquelle on mange, sur le choix des aliments en fonction de notre nature, en fonction de la saison, en fonction de notre niveau de fatigue, en fonction de notre pouvoir digestif. Si on est très vigilant là-dessus, on n'a pratiquement besoin de rien d'autre. Pratiquement. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin des cures de Panchakarma? Parce que souvent, on s'est déséquilibré, il faut revenir à l'état d'équilibre, et ensuite on peut repartir sur une hygiène de vie plus appropriée. Alors, si vous êtes de lignée royale, vous allez appliquer le texte, et le texte dit 4 Panchakarma par an. C'est-à-dire à chaque changement de saison, chaque ritu. C'est-à-dire, là, on vient de traverser, c'est un très bon exemple, parce qu'on vient de traverser un été relativement chaud, avec la canicule. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre environnement, il y a de plus en plus de gens qui se mettent en colère, qui s'irritent, qui s'agacent. Vous avez remarqué? Oui, voilà. Et puis peut-être déjà des débuts d'angine, des débuts d'inflammation, des problèmes inflammatoires, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a été traversé par cette vague de chaleur, le pitta a augmenté dans la physiologie, et puis maintenant il faut le faire baisser. Parce que sinon il va continuer à se déséquilibrer, il va se déplacer dans la physiologie, et les 6 stades dont parlait Dr Pirk tout à l'heure, c'est vers ça qu'on ira si on ne fait pas quelque chose à un moment donné, c'est-à-dire d'arrêter ce processus d'évolution du feu. Donc, si vous êtes de lignée royale, vous faites 4 cures par an, un pour le feu, pour Vata, un pour Pitta, pardon, un pour la saison humide et froide, c'est-à-dire Kapha, un pour la saison froide et sèche, c'est-à-dire Vata en hiver, un pour la saison humide et froide au printemps, et donc vous voyez, ça va en faire 5 ou 6, un chaque changement de saison. Bon, maintenant, oui, je comprends. Après, il faut avoir les finances pour le faire.
C'est un coût. Mais déjà, une cure par an, c'est déjà très très bien. Si on peut faire une cure on va dire de 5-7 jours par an, c'est déjà excellent. Nous, on a mis en place des cures de 3 jours. Parce que moi, je suis d'une famille extrêmement modeste et je sais ce que c'est que d'avoir un petit budget. Et donc, on a décidé de trouver un système pour faire qu'on soit très efficace, le plus efficace possible, sur 3 jours. Donc, on fait effectivement des cures de 3 jours pour les personnes qui ont des petits budgets. Et ce qui permet à beaucoup de gens de faire des cures, même des gens qui ont des toutes petites retraites. Donc, on a vraiment axé dans cette direction-là. Une cure par an. Bon, il y a des personnes qui font 2 cures. Hein. Le témoignage que je vous ai donné tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait 2 cures par an. Bon, ben, c'est formidable. Hein. Quand on peut faire 2 cures, quand on fait faire 2 cures, on n'a pas le temps de se déséquilibrer. C'est-à-dire que quand on fait 2 cures, on commence à se déséquilibrer au bout du 5e ou 6e mois. Et puis, hop, on refait une cure. Hein. Et on va sur la vague, comme ça. Hein. On va sur la vague. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avec les cures ayurvédiques Maharishi? Ce qu'on souhaite, c'est éliminer l'ama, toutes les toxines du corps, et rééquilibrer Vata, Pitta, Kapha. On a vu tout à l'heure Vata, on avance d'ailleurs, on n'a pas fini avec Kapha. et donc l'idée, c'est ça, j'élimine l'ama, j'élimine les toxines, et puis ensuite, je rééquilibre Vata, Pitta, Kapha. Et donc, en faisant cela, qu'est-ce que je fais? Je retrouve un état de santé physiologique correct. Hein. Et on ne peut pas le faire bien si on ne fait pas une bonne précure. La précure, alors nous, on est comme tout le monde. Hein, quand quelqu'un nous dit ah non, je ne veux pas faire, on le dit. Voilà, on donne l'information. Et puis si quelqu'un dit ah ben non, je ne veux pas faire ça, c'est trop, et on le dit, si vraiment c'est un stress, ou si c'est trop difficile, ou si c'est trop contraignant. Bon, on peut commencer la cure quand même. Mais sachez que si vous avez le secret, hein, que si vous voulez vraiment faire une bonne cure, avoir des bons résultats, eh bien faites une bonne précure. Je suis une formation naturopathe, hein, donc je connais bien les jeunes, j'en ai pratiqué en temps. En termes de nombre de phases, oui. En termes d'efficacité, ou disons on ne pourrait pas dire ça. En termes de résultats, non. Pourquoi ? Parce que, et ça je l'ai vu, j'ai vu des gens venir à la maison, venir au centre avec des gros problèmes de déséquilibre liés à des jeunes. Pourquoi? Parce que si on est kapha, alors c'est bien, ça nous permet de parler de kapha. Si on est kapha, c'est quoi? C'est le principe d'intelligence qui gère tout ce qui est formation des tissus dans le corps. On dit cohésion, binding, tout ce qui rassemble, tout ce qui construit. Donc on a le principe d'expansion, le principe de mouvement, le principe de digestion, de structuration, enfin de digestion, de métabolisation, de catabolisme, et puis il y a le principe anabolique qui est kapha. Donc ça va, ça clarifie bien, Vata, Pitta, Kapha. Pourquoi le jeûne pose un peu problème? Parce que si on est kapha, c'est-à-dire si on a tendance à anaboliser beaucoup, à prendre du poids, c'est un peu mon cas, jeûner, c'est possible. Jeûner, c'est possible. Jeûner, c'est possible si c'est naturel. C'est-à-dire que vous n'avez pas faim, vous ne sentez pas de manger, vous ne mangez pas. C'est un jeûne naturel. Et nous, on a des personnes qui viennent en cure et qui nous disent « Ah ben, j'ai pas faim ce midi, je ne vais pas manger. » Ok, pas de problème. Vous avez un enfant qui vous dit « Ah, j'ai pas faim, je ne vais pas manger. » On laisse. Pourquoi? Parce que c'est un besoin de la physiologie naturelle qui fait que le corps dit « Ah non, j'en ai assez, il faut déjà que je digère tout ce qu'il y a. » Lama, j'ai commencé à digérer ce qui existe là. Donc ça, c'est naturel, c'est OK. Si on fait un jeûne en disant « Je veux tel objectif », c'est-à-dire je fais un jeûne de 10 jours, un jeûne de 15 jours, etc., là déjà, on est dans la tête. C'est mental. Et si c'est une physiologie Vata qui fait cela, c'est une physiologie plutôt mince, plutôt aérienne, qui a du mal à construire des tissus. Donc qu'est-ce qui va se passer avec le jeûne? Vous allez priver la physiologie de nutriments, vous allez faire un processus de vide dans la physiologie. Alors bien sûr, l'ama va se brûler, les toxines vont se brûler parce qu'il n'y a rien d'autre à digérer. Donc le corps, l'agni, le feu va digérer les impuretés, mais il va faire monter Vata. Et moi, j'ai un exemple d'une personne, un naturopathe d'ailleurs, un ami naturopathe qui a eu ce problème, c'est qu'il ne dort plus. Il a fait beaucoup de jeûnes et depuis, il ne dort plus. Il a beaucoup de mal à retrouver son sommeil.
Donc c'est vraiment, moi je dis vigilance. Ça dépend des physiologies. Et si c'est naturel, c'est OK. Est-ce que je me sens, est-ce que je suis heureux, est-ce que je me sens bien? La joie. Est-ce que j'ai une joie? Me disait le docteur Pierre, qu'est-ce que quand je me lève le matin, je suis joyeux? Qu'est-ce qui le matin se lève avec la joie? Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il reste encore un peu, mais et qui est-ce qui se couche avec la joie? Ah, c'est pas les mêmes, tiens. Donc voilà, c'est le critère de l'équilibre, que ce soit au niveau physiologique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'est la joie du matin jusqu'au soir et la joie la nuit. Il y en a qui connaissent la joie la nuit. Ouais. On peut aussi avoir de la joie la nuit, dans le sommeil. Effectivement, si c'est bien préparé, effectivement, 2 cours de 3 jours, ça sera préférable parce qu'on va replonger très rapidement, c'est-à-dire quelques mois après, on va replonger dans le processus et à nouveau rééquilibrer les Vata, Pitta, Kapha. Donc c'est judicieux. Si financièrement, voilà, on peut pas faire plus, c'est judicieux. Ouais. Habit, vers, anga, les membres. Donc c'est un massage qui se fait, vers les membres, Abhyanga. C'est une des traductions, il y en a plein. Donc, je vous donne celle-ci parce que voilà, c'est celle qui me vient à l'esprit. Donc un massage dirigé vers les membres. Quand on va dans un centre de Q, un centre de Panchakarma, on reçoit tous les jours des Abhyanga. Donc là, on sait vite ce que c'est. On apprécie vite la chose. Et sinon, à la maison, on peut faire aussi. Ce qu'on appelle l'auto-massage, on peut faire. Donc, il y a des fiches pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un petit mail. On mettra l'adresse tout à l'heure à la fin, peut-être. Et là, je pourrais vous envoyer la fiche pour faire un automassage, pour ceux qui ne connaissent pas. Et idéalement, l'automassage, c'est bien de le faire le matin. Idéalement. Mais il faut compter à peu près. Alors, pour que le massage soit efficace, il faut mettre l'huile sur le corps, de la tête vers les pieds. Alors l'huile, c'est pareil, on indique le type d'huile en fonction de la physiologie forcément. Si vous êtes plutôt de type Vata, on va plutôt conseiller à la maison une huile de sésame. Si vous êtes plutôt de type Pitta, on va plutôt conseiller soit tournesol, soit olive, soit coco, suivant le degré de déséquilibre Pitta. Si vous êtes plutôt Kapha, on va aussi conseiller une huile de sésame possible, mais très peu, très peu. Kapha, peu d'huile, toujours peu d'huile, puisqu'il y a déjà tendance à construire facilement les tissus. Et puis on applique l'huile donc des pieds à la tête et on masse, donc c'est expliqué dans la fiche, on masse en rotation tout ce qui est articulation, toutes les parties des articulations, en longueur toutes les parties longues et plates. Et ça peut prendre 5-10 minutes. Si on peut le faire pendant 20 minutes, c'est extraordinaire. Mais bon, on essaye de faire en sorte que ça soit cohérent avec la routine de vie, avec la vie de chacun. Donc on fait quelques minutes, et puis après, on peut aller se laver les dents, faire d'autres choses, et on laisse l'huile pénétrer, et ça c'est très important, pendant une vingtaine de minutes. Si on peut faire ça, c'est formidable. Le matin, réveil. Et si on ne peut pas, le matin, parce qu'on on travaille tôt, il y a un déplacement, tout ça, à ce moment-là, on le fait le soir, en rentrant. Avec la fatigue du soir, c'est extraordinaire. Très relaxant. Disons que c'est sûr que le mode de vie actuel le plus gros déséquilibre, c'est Vata. On le voit facilement. Vata, même quand on dit Alochaka, on pense déjà aussi à Vata qui déséquilibre Alochaka. Donc ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et donc au centre, on a essayé de faire ça justement, de favoriser des cures pour la remise en forme. Donc notre travail fondamental, nous, c'est remise en forme, notre axe. Bien sûr, si quelqu'un vient avec un problème de santé particulier, on va aussi travailler, on va l'accompagner. Mais globalement, on a axé, nous, vraiment en remise en forme. C'est pour ça qu'on a mis ces cures de 3 jours, on a essayé de trouver des petits programmes comme ça pour que ça soit facile. Donc voilà. C'est vrai que si on reste dans une configuration classique avec la cure de 21 jours, vous voyez, ce qui se fait traditionnellement, on ne peut pas répondre à des demandes comme la vôtre.
Donc c'est pour ça qu'on a essayé. Alors on a aussi des cures très très longues, avec la préparation à la maison qui peut durer 15 jours, 3 semaines, avec 7 jours, en centre, ou 9 jours, ou 14 jours en centre. Il n'y a pas de problème. Mais on sait que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas en termes de temps, qui ne peuvent pas en termes financiers, qui peuvent pas non plus, et ça, je ne sais pas si votre question soulevait ce point-là, qui ne peuvent pas non plus à cause du niveau de déséquilibre. Parce qu'on ne peut pas démarrer avec une cure de 14 jours, avec un gros déséquilibre, avec beaucoup d'amas, avec un gros déséquilibre Vata Pitta Kapha. Je l'ai fait il y a 30 ans, dans mes premières cures. Hein. Il y a 30 ans, une dame vient, elle me dit, voilà, moi je veux faire 14 jours de cure. Ok, je commençais dans le métier. Donc j'ai dit, ça doit être possible de faire 14 jours de cure. Bon, j'avais un sentiment un petit peu étrange quand même, mais voilà, on a commencé. Effectivement, c'était très difficile pour elle après la cure. Parce que ça s'est bien passé pendant la cure, hein, pas de problème, il y a le soutien, l'accompagnement, il y a tout l'environnement, il y a les traitements, il y a tout ça. Mais sauf qu'après la cure, il a fallu remonter l'agni, et ça a pris des mois. Donc ça a été fini, hein. Ça a été mon expérience, une seule. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient pour 14 jours, il a déjà fait 4, 5, 6, 7, 8 cures. Et puis ça dépend de son niveau dans lequel il est. C'est ce qu'on appelle, je n'ai pas développé tout à l'heure, mais c'est Amavisha. Amavisha, c'est quand l'ama s'installe, les toxines s'installent dans le tube digestif. Et elles finissent par tapisser l'intérieur du tube digestif. Et ça devient de plus en plus difficile pour le corps d'extraire les nutriments. D'accord ? Donc que fait le corps ? Comme toujours, hein, il a des solutions d'urgence. Le corps, il dilate les pores de l'intestin. Donc passe les nutriments, bien sûr, mais va passer aussi des longues chaînes moléculaires qui sont des toxines, c'est l'ama. L'ama qui va devenir, à ce moment-là, en rentrant dans le sang, dans les muscles, dans les différents tissus, va devenir amavisha. Et dans la cure, ce que l'on fait, c'est justement, dans la pré-cure, on enlève ama, et dans la cure, on enlève amavisha. Et garavisha, dont parlait le docteur Pirk, c'est-à-dire l'ama de type chimique, hein, tout ce qui est chimique, herbicides, et pesticides et compagnie. Voilà. Donc c'est une réponse directe du Panchakarma. Hein. Quand on revient dans la vie courante, en fait, ce qui est parti est parti. L'ama qui est parti est parti. C'est physique, hein, l'ama. Hein, les doshas, eux, vont continuer à bouger. Hein. Mais les cures après cure, l'ama visha et l'ama garavisha s'éliminent petit à petit. Je ne dis pas qu'on enlève tout l'ama en une seule cure, il ne faut pas rêver non plus. C'est sûr que les témoignages de Pierre, par exemple, c'est des personnes qui sont doivent être rendues à 10 ans de cure, hein, donc pratiquement 2 cures par an. Donc c'est vrai, il y a un niveau de pureté dans la physiologie, mais voilà, sur la base d'un travail profond, hein, pas juste une cure. Mais quand même une cure, ça apporte beaucoup. Voilà, je crois qu'il faut conclure. Juste une petite histoire, très courte alors, pour conclure. C'est l'histoire d'un petit garçon. Ça m'a beaucoup touché, c'est pour ça que je vous en parle. C'est l'histoire d'un petit garçon. Alors, dans quel contexte je vous donne cette histoire-là ? Dans le contexte de la prévention. Le panchakarma, les cures ayurvédiques, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, ce sont des cures dont le but fondamental est la prévention. Et il y a ce petit garçon, Paul, je l'appelle Paul en fait, je s'appelle Paul, mais je l'appelle Paul. Et il était... attendez. Paul est autiste. Et à l'époque, il avait 12 ans. Et on connaissait bien sa grand-mère, parce qu'on travaillait avec elle. Et elle nous dit, ça serait bien pour Paul peut-être d'avoir des traitements. Alors, on lui dit, faut peut-être demander aux parents. Hein. Donc, il demande aux parents. Les parents disent, oui, il n'y a pas de problème. Ils avaient tellement fait de choses, et tellement cherché, et tellement essayé de solutions pour leur enfant. Ils étaient prêts à tout essayer. Alors, pour dire la chose, c'est que le papa est un des grands directeurs de la sécurité sociale au niveau régional, dans une région de France. Alors, donc le petit Paul suit ses traitements, ma foi, ça avait l'air de lui convenir. Vous savez, la relation qu'on peut avoir avec un enfant autiste, hein, c'est pas toujours facile, mais apparemment, il était content, il revenait tous les jours. Et puis à la fin du traitement, donc il est reparti avec sa grand-mère, il est rentré chez lui, et une semaine après, la maman nous appelle et elle nous dit « Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ?» Alors, la question est un petit peu forte comme ça, parce qu'il est descendu pour la première fois, il est sorti de la maison,
et il est allé rejoindre un groupe d'enfants qui étaient sur la petite place à côté pour aller jouer au foot avec eux. Pour la première fois de sa vie. Alors moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il y a au moins une personne dans cette grande administration qui est la sécurité sociale qui sait.